Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver fidèles à l'heure de l'information. Voici les titres. Tout projet de construction doit requérir une autorisation. C'est un document qui permet à l'administration de vérifier que le projet respecte les règles d'urbanisme en vigueur. Ils sont aujourd'hui au cœur de l'action dans la promotion et la défense des droits humains. Les jeunes qui se mobilisent pour revendiquer leurs droits. Quel est le sens de cet engagement? C'est à savoir. Et puis on parlera des traditions et expressions vivantes héritées de nos ancêtres, le patrimoine culturel immatériel dont la sauvegarde apparaît aujourd'hui comme indispensable. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes détenteur d'une parcelle et avez un projet de construction. Mais savez-vous qu'avant de mettre une pierre sous terre, vous devez requérir une autorisation? Au Bénin, tout projet de construction nécessite une autorisation de construire. Cela s'appelle le permis de construire, un acte administratif qui est destiné à vérifier si le projet de construction est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme. En quoi ce document est-il utile? Que faire pour l'avoir? Amitié Sagbidi et Lazare Migan ont tenté de comprendre. Toute personne qui souhaite entamer un projet de construction doit solliciter un permis de construire auprès de l'administration. Mais comme la plupart des démarches administratives, la procédure de demande et d'acceptation passe par plusieurs étapes, souvent méconnues. Au ministère chargé de la construction, il y a la commission qui étudie les dossiers à caractère national. Et de la même façon, au niveau départemental, chacun a son champ d'application comme au niveau communal. Mais la voie ne devrait pas poser de problème si on remplit les conditions. Les conditions ne sont souvent pas compliquées. Les conditions, c'est d'abord avoir un bon dossier technique. Ça suppose que ça passe chez un ingénieur qui garantit la stabilité du bâtiment, chez un architecte qui garantit déjà les normes en matière de construction et tout, et le voisinage. Vous voulez construire une maison, vous n'allez quand même pas ouvrir une fenêtre ou bien une porte dans la maison de votre voisin. Donc pour ça, la loi a prévu ce qu'on appelle couramment l'accord de mitoyenneté. Tout présumé propriétaire qui ne satisfait pas à ses obligations pourrait s'exposer à des sanctions. Il faut dire que déjà, conformément à l'article 5, toute construction, même sans fondation, doit faire recours au permis de construire. Donc alors, ne pas avoir le permis de construire, l'article 51 dit que c'est une infraction. C'est clair? Et le minimum de pénalité que vous payez, quand on vient sur votre chantier, on voit que vous n'avez pas le permis, déjà, on arrête les travaux et vous payez une amende de 100 000 francs pour commencer. Si la mairie revient et constate que vous avez poursuivi les travaux, on arrête encore les travaux et l'amende passe au double, qui est élevé à 1 500 francs le mètre carré pour les constructions à usage d'habitation. Si certaines villes du Bénin font l'effort d'octroyer des permis de construire, certaines constructions dans la capitale économique ne font pas souvent l'objet d'une étude géotechnique. Dans une ville comme Cotonou, il faut dire que l'urbanisation a été ratée. Elle a été ratée en ce sens que une ville est organisée et hiérarchisée. Les normes urbanistiques nous imposent la catégorisation des villes, c'est-à-dire les zones d'habitation, les zones industrielles, les zones commerciales et autres. Selon les caractéristiques de la zone, les types d'habitation requis. Si la zone est marécageuse ou la zone est humide, des constructions à rez-de-chaussée à côté d'un immeuble à R+3, R+2. C'est comme tout norme. Le permis de construire, c'est bon parce que la mairie aussi envoie pour superviser le travail. Parce qu'il y a des gens qui font de n'importe quoi et après ça effondre. Bon, il y a beaucoup de cassures dans les villes. Bon, on voit que c'est ancien. Parce qu'il n'y a pas de suivi avant.
C'est pourquoi ces gens de trucs sont comme ça. Donc maintenant, on peut prendre des mesures pour bien surveiller ces gens de travaux. Ce sera bon. Le permis de construire, encore appelé autorisation de construire, est un outil qui vient répondre à un besoin de sécurité optimale de la gestion foncière et domaniale. Merci Lazare Migan. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se mobilisent pour revendiquer leurs droits. Leur engagement dans la promotion des droits humains se traduit surtout par la réclamation de plus d'équité et de justice sociale. Quel est donc le sens de cet engagement et quel rôle joue l'État, premier interlocuteur de ces jeunes dans la protection de leurs droits? Glory Syriac Oussou est le chargé de communication et de suivi des violations des droits de l'homme à Amnesty International. Il nous édifie. La Déclaration universelle des droits de l'homme qu'on a adoptée le 10 décembre 1948 vient d'avoir 71 ans. Cette année, le thème qui a été retenu au niveau international, c'est « Les jeunes défendent les droits humains ». C'est-à-dire, c'est une reconnaissance du travail que les jeunes font déjà dans leurs différentes contrées, chacun en ce qui le concerne, et en fonction de ses réalités et tout, pour promouvoir et défendre ses droits et les droits des autres. C'est également aussi une invite à cette jeunesse-là qui n'est pas encore consciente de sa force ou bien de son rôle dans la cité, à prendre conscience de ces rôles-là et de s'engager davantage. Au Bénin, il y a plusieurs mouvements de jeunes où on parle de tolérance zéro, mariage forcé des enfants, où on parle de Oranger le monde, ces jeux d'activisme pour défendre les droits des femmes et tout. Et à chaque fois, c'est des jeunes qui sont au front, c'est des jeunes qui sont devant et qui revendiquent leur liberté, qui demandent aux autorités: tiens, on est là, pensez à nous, sachez qu'on est là et vous ne ferez pas sans nous. Donc vous allez voir, à chaque fois quand les jeunes sont devant et qu'ils mènent des mouvements sociaux et tout, leur mouvement est dirigé vers une seule personne, l'État. Et donc c'est l'État qui a vraiment les moyens, qui a la force publique, qui peut impulser des politiques pour changer la situation de ces jeunes-là, pour changer la situation des droits humains, pour donner une meilleure santé aux droits humains. Donc l'État a tout le rôle qu'on lui reconnaît, parce qu'on s'était regroupé un jour et on a dit on confère une partie de nos libertés, de nos droits à l'État pour que l'État puisse nous protéger. Et donc, en retour, l'État a l'obligation de nous protéger. Et donc, à chaque fois, nous, on rappelle à l'État qui ne doit pas oublier son rôle régalien, qui est de protéger les populations, de garantir plus de justice sociale, une meilleure répartition des richesses, une meilleure redistribution des richesses et tout. Parlons culture à présent. Le patrimoine culturel immatériel fait partie intégrante du patrimoine culturel. C'est un facteur important de développement, surtout pour les pays en voie de développement comme le Bénin. Pour le sauvegarder et le transmettre aux générations futures, il est aujourd'hui important de mettre en place un certain nombre de stratégies. Que retenir de la notion du patrimoine culturel immatériel? Suivons les précisions. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants, danses, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Masgelele, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut
introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout. L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain. Hors de nos frontières, au Sénégal, les secteurs du commerce, des services et du commerce électronique sont en plein essor. Avec près de 35 000 emplois visés, il s'agit pour l'État sénégalais de mettre en valeur des stratégies afin d'asseoir le développement. Ces deux stratégies sont le fruit d'une étude portant projet d'intégration du commerce. Philomène Constance Ndiaye de la RTS pour les détails. Leur poids dans l'économie nationale a incité les autorités du commerce à mettre sur pied des stratégies. Les services et le numérique ont fini de convaincre concernant la place qu'ils occupent dans les échanges commerciaux. Ces dernières années, effectivement, il y a eu un quasi-équilibre si on compare les exportations de services aux importations de services, sans une véritable stratégie. Pour ce qui concerne le secteur particulier du numérique, y compris les télécommunications, le Sénégal enregistre de très bonnes performances, sans application également d'une stratégie export. La formulation de ces deux stratégies va aider à développer et à promouvoir les secteurs du commerce concernés. En effet, les services connaissent une croissance annuelle de plus de 6% depuis 2014 et une contribution au PIB à hauteur de 60% en 2016. Dans un tel contexte, que notre pays se dote de stratégies, de moyens d'action qui puissent lui permettre, en tout cas, d'offrir à ces jeunes, à ces femmes qui s'activent dans les secteurs de services, des opportunités vraiment importantes, mais aussi de tirer profit de ces échanges qui se développent au niveau national, mais aussi au niveau international. D'autant plus que dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, 5 secteurs de services seront prioritairement libéralisés. Pour que cela marche, il faut qu'on facilite le développement des infrastructures de communication, de télécommunication sur l'ensemble du territoire. Que l'on parvienne à tous ces acteurs d'accéder aux ressources financières qu'ils cherchent pour pouvoir développer leur activité. Que l'on développe les ressources humaines, le capital humain, parce qu'il y a de nouveaux métiers qui accompagnent le commerce électronique. La mise en œuvre de ces stratégies nationales du commerce, des services et du e-commerce pourrait créer de la valeur ajoutée pour le Sénégal et près de 35 000 emplois sont visés. En nouvelle brève à présent, alors que la Corne de l'Afrique vient de connaître de bonnes pluies, les perspectives d'amélioration de la récolte pourraient être sapées par l'invasion des criquets pèlerins. C'est du moins ce qu'a annoncé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. D'après l'organisme onusien, les insectes se multiplient déjà dans de nombreux pays comme Djibouti, l'Érythrée, le Soudan, l'Éthiopie et la Somalie. Dans les deux dernières nations, à savoir l'Éthiopie et la Somalie, les nuisibles ont déjà détruit 70 000 hectares de terres agricoles. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h45.